Bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit après beaucoup d'attente. C'est Ça déraille, l'émission sur un sport divisé en deux mondes, Vingegaard et les autres. On parle bien sûr aujourd'hui du critérium du Dauphiné qui vient de se terminer. On va débriefer cette course à sens unique en première partie avec cette question: Vingegaard est-il l'unique favori du prochain Tour de France? Puis on s'intéressera dans le sprint final aux Français. Faut-il s'inquiéter pour Gaudu? Alaphilippe est-il vraiment de retour? Mais aussi Christophe Laporte, Guillaume Martin et les autres. On n'attaque pas bien sûr au milieu avec du cyclisme féminin, du cinéma ou presque, et puis le quiz, les paris Tour de Suisse pour finir. Alors j'accueille tout de suite ceux qui sont en train de rigoler depuis tout à l'heure parce que ça a été un démarrage. Alors c'est presque plus qu'un calage, tu vois, si on parle voiture, ça a été très chaotique, mais ils sont là. D'abord on va parler du spécialiste Dylan Van Wilder. Je sais que tu peux changer les trucs dans le drive, mais je ne dirai pas ce que tu as mis en plus. James Odvart qui est avec nous. Salut James. Salut. Et donc on est avec le spécialiste du quiz qui était demandé déjà dans le chat, dans le début du chat, Anthony Nicolas, qui est donc présent avec nous aujourd'hui pour un retour. Est-ce que ça va ? Écoute, ça va très bien, Johan. Bonjour à James, bonjour à tout le monde. Je suis là, j'ai bien révisé mon quiz cet après-midi. Donc je pense qu'aujourd'hui, je peux faire un retour fracassant. Attends, mais tu sais même pas quel thème j'ai fait pour le quiz ? C'est pas toi qui as fait le quiz. Bah oui, si, c'est moi, mais il a pas fait le quiz, Jérémy. Sahakian, il m'a donné des infos sur le quiz, c'est pas lui qui l'a fait. Non, pas du tout. Tu crois que tu t'es fait avoir. Enfoiré, celui-là. Je crois que tu t'es fait avoir. Bon, allez, avant de commencer, on parle de Jérémy Sahakian justement. J'ai un droit de réponse parce que Monsieur Sahakian m'a affiché sur les réseaux sociaux, tout ça parce que j'avais misé sur Enric Mas, vainqueur du Dauphiné lors du dernier podcast. Oui, je me suis un petit peu planté, mais moi... J'ai du magnéto, j'ai aussi des choses que j'ai envie de faire entendre aux gens, parce que oui, j'ai mis Enric Mas, il a fini loin, 17ème à 8,40 de Vingegaard, mais regardez ce que disait, écoutez plutôt ce que disait Jérémy lors du dernier pari. Pour le podium, on parle de podium, Carapace, il a l'air en forme Carapace. Okay, très bien. Pourquoi pas Gaudu ? Bah oui, mais Gaudu, oui, mais parce qu'on est français. Vas-y, je change. Je préfère mettre Gaudu que Carapace, parce que je sens que sur le chrono, ça va mal se passer pour Richard. Voilà, donc il a mis Richard Carapace. J'ai calculé 36e à 35 minutes 32 de Vingegaard et Gaudu 30e à 25,49. On te salue, Monsieur Sahakian. Voilà, j'étais obligé. Non, mais ça se saurait s'il était bon en prono, quand même, Sahakian. Ouais, il est bon sur certains trucs, mais dans les pronos, ça, faut surtout pas l'écouter. En fait, il est aussi bon en prono que toi en quiz, c'est ça en fait. Voilà. Tout est dit. Bon, est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu, parce que là, on a déjà pris du retard avec cette intro déjà très longue. Allez, c'est l'heure du départ, c'est maintenant. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et donc Jonas Vingegaard qui a remporté son premier critérium du Dauphiné avec 45 minutes d'avance sur la concurrence. Le Danois seul au monde durant toute l'épreuve. Voilà, toute l'épreuve, ça a été juste une envolée fantastique pour Vingegaard qui n'avait même pas besoin de regarder dans le rétroviseur. Il était trop fort, James, on est d'accord, pendant cette semaine. Oui, complètement. Quand on voit les démarrages qu'il place, je me rappelle l'étape l'avant-dernière là où Vingegaard démarre et Yates, il se rend bien compte que ça sert à rien d'insister. Donc même quand un Yates qui est quand même pas n'importe qui se rend compte que ça sert à rien, ça situe le niveau d'écart par rapport à la concurrence qui était beaucoup trop fort. Ouais. Pas grand chose à dire de plus que voilà, il était tout seul sur ce Dauphiné et les autres, voilà. Compliqué. Comment tu l'as trouvé, Anthony ? Est-ce que tu l'as trouvé aérien, supérieur largement aux autres ? Est-ce que et par rapport à ça, est-ce que tu en déduis qu'il était vraiment trop fort, ou la concurrence était un petit peu en dessous sur ce Dauphiné ? C'est un peu mitigé. Je dirais qu'il n'y avait pas une concurrence énorme en face. Alors il y avait Yates, certes, mais Yates, on le sait, sur le prochain tour, il sera au service de Pogačar. Et puis Yates, on voit bien de toute façon. Après, Yates quand même a réussi à bien limiter la casse sur les deux attaques à chaque fois. Il a pas suivi tout de suite parce qu'il sait très bien qu'il peut pas suivre l'accélération. Mais après, il arrive à lisser un petit peu l'effort et à limiter un peu la casse. Mais non, on avait un Jonas Vingegaard très très fort. Avec l'attaque, moi c'est l'attaque, c'est quand c'était dimanche qu'ils ont attaqué c'était hier. Je suis pas perdu dans les jours, mais quand ils ont attaqué dans la Bastille, là, quand il attaque dans le virage droite assis, vraiment impressionnant. Il est assis là, coup de force dans les reins. Non, Jonas Vingegaard très très costaud.
c'est de très bon augure, je pense, à 3 semaines du Tour maintenant. Oui, on aura le temps de parler de ce qui peut éventuellement se passer autour. D'abord, on va rester sur Vingegaard qui est... parlé dans les médias, dans la presse, je ne sais pas, il y a pas très longtemps, ou alors c'est son directeur sportif, je ne sais plus, mais qui a dit qu'il n'était pas encore à fond. Je crois que c'est son directeur sportif qui disait qu'il n'était pas encore à fond, c'est pas sa forme optimale. James, ça fait peur quand on dit ça. Personne ne l'est. Donc, dans la mesure où personne ne l'est, voilà. Parce qu'on ne peut pas être à 100% au Dauphiné quand on vise le Tour de France. Oui, donc, à la limite, ça, voilà, c'est un peu du vent. C'est un peu pour faire peur plus qu'autre chose. C'est vrai que, voilà, vu la différence de niveau, ce serait bien que les autres élèvent leur niveau et que lui, il reste plus ou moins à ce niveau-là pour essayer d'avoir un match. S'il monte encore le curseur un peu plus haut, eh bien, j'ai bien l'impression qu'il n'y a que notre ami de Slovénie qui va pouvoir le chatouiller. Parce que là, franchement, c'était quand même assez incroyable. Il a battu même des records d'écart depuis des années entre le premier et le deuxième, si j'ai bien lu. Enfin, voilà, ça situe quand même la performance du Coco qui progresse encore par rapport à l'année 2022. Hein. C'est de plus en plus fort, j'ai l'impression, hein, ce Vingegaard. Hein. Oui, d'habitude, les écarts au maximum se situent autour de la minute, jusqu'à 2 minutes grand maximum. Mais là, il a vraiment mis sur une semaine je sais pas, un coup de pied à tout le monde et il était un petit peu seul au monde. Alors, tu parlais d'un Slovène, Pogačar. Tu as des Pogačar qui... Pour l'instant, il est aussi un petit peu dans le flou parce que évidemment, il a eu ce souci au poignet. Il est en train de revenir, il s'entraîne de son côté. On a encore des points d'interrogation sur sa forme actuelle. On ne la connaît pas, on ne l'a pas encore vu. Mais est-ce que, Anthony, pour toi, Vingegaard est plus favori que Tadej Pogačar? On a fait le grand favori quand on a vu son début de saison, quand on a vu le Slovène dominer le Danois lors de Paris-Nice. Et est-ce que maintenant, avec ce qu'il a démontré sur ce critérium du Dauphiné, il devient le grand favori, l'ultime favori de ce Tour de France qu'il a remporté en 2022? Tu sais que j'aime pas faire des comparaisons comme ça. Souvent on fait des comparaisons quand les coureurs sont sur des courses différentes. On essaie de dire, tiens, est-ce qu'il va être aussi costaud que l'autre? C'est déjà très dur à faire ça, mais alors faire ça sur un coureur qui est en plus maintenant sur la touche pour l'instant, c'est encore plus dur. Là, comme tu l'as dit, on a vu... Si on te demande en disant c'est qui ton favori pour le Tour de France, avec ce que tu as en tête? Non, là, pour moi c'est toujours du 50-50. C'est toujours du 50-50. James? Ouais, parce que... Ouais. Non, pas pour moi. 60-40 quand même pour le Danois, parce que on peut dire ce qu'on veut, Poggi est formidable, Poggi est une classe hors du commun, c'est peut-être le meilleur coureur du monde tout court, mais il reviendra après une blessure, donc sur papier, le Danois a donné quand même plus de garanties par rapport à Poggi qui est sur la touche, mais bon voilà, après le match peut vite s'équilibrer avec Poggi, 50-50, ça peut vite tourner. Hein. 50-50, Anthony, je t'ai pas laissé finir, mais un petit avantage pour James, pour Vingegaard, mais toi tu les laisses quand même sur le même pied d'égalité. Pogačar, on a vu le début de saison qu'il a fait de fou. Hein. Oui. Bon après là, oui, il est sur la touche entre guillemets parce que très bien que de toute façon il a pu faire de l'homme trainer assez rapidement. On a eu les déclarations de Yates là sur la fin du Dauphiné qui nous a dit qu'il serait là et qu'il serait à 100%. Assez rapidement, UAE avait aussi dit qu'il serait là sur le Tour. Et on le sait maintenant, on a tellement de moyens avec les capteurs de puissance, les entraînements, enfin voilà, les simulateurs, les Swift, les machins, les bidules. On a tellement de choses maintenant qui se rapprochent de la compétition. Et puis voilà, faut pas se leurrer. Pogačar, maintenant, il sait préparer un Tour de France. Moi, je pense qu'il peut arriver ces 3 semaines avec peut-être un petit peu plus de fraîcheur. Peut-être que cette blessure lui aura servi aussi pour avoir de la fraîcheur en 3e semaine par rapport à un Vingegaard qui là maintenant va devoir quand même continuer un petit peu de courir, du moins à faire du volume. Voilà, c'est pour ça que moi je reste sur du 50-50 et en plus ça fausse un petit peu parce qu'on vient de voir un Vingegaard qui a écrasé un peu le Dauphiné et on a un petit peu entre guillemets oublié Pogačar. Donc allez, ouais, non, pour moi 50-50. Ouais, parce que c'est toujours difficile de construire une forme, on l'a vu, hein, Jonas Vingegaard en début de saison, il a été largement dominé par Pogačar et même par David Gaudu à l'époque, donc on avait un petit peu peur. Bon là, il a quand même démontré qu'il était largement au-dessus des autres, même si on aurait aimé avoir un premier duel entre Pogačar et Vingegaard, mais voilà, c'est quand même assez serré, très, très curieux de savoir ce que peut faire Tadej Pogačar, qui a dit d'ailleurs
dans la presse que peut-être que cette fraîcheur va lui servir sur le Tour de France. L'année dernière, ça l'avait un peu desservi, donc pourquoi pas. Pour rester sur ce Dauphiné, pour revenir plutôt sur ce Dauphiné, est-ce que vous l'avez aimé, ce Dauphiné très, très court, hein, est-ce que oui, vous avez aimé regarder ce Dauphiné, cette semaine de Dauphiné? Non. Ah, pas vraiment, par rapport à Vingegaard, ouais. Tu me demandes une réponse courte, je te dis. Très non. bien. Non, bah, très bien. Voilà, Bah, c'est très bien. Anthony, est-ce que tu as aimé, entre deux siestes, regarder quelques petits bouts de ce critérium de Dauphiné? Alors moi j'ai aimé pour la victoire de Julien Alaphilippe et après j'ai pas plus regardé que ça enfin j'ai regardé quand même mais du coin de l'œil parce que j'ai bien vu que de toute façon il n'y avait pas de concurrence face à Vingegaard. Donc c'est vrai du coup on se lasse un petit peu et on suit un peu moins la course quand on sait qu'il n'y a pas match en fait. Donc non, je pourrais répondre non comme James, mis à part que oui j'ai bien aimé le retour de notre Julien. Ah ouais, c'est vrai que les Français ont plutôt brillé, surtout en début de Dauphiné. Et la porte aussi, ouais. Ouais, bien sûr. De toute façon, on en parlera dans le sprint final. Alors, dans le chat, on me dit juste qu'il faut espérer que Poggi aille bien, sinon le Tour de France va être long. Ça aussi, c'est les petites interrogations. On aimerait bien qu'il y ait quand même un duel, parce que sinon, difficile de dire qui pourrait prendre sa place. On l'a vu là, par exemple, Adam Yates, par exemple, était assez loin. Poggi qui semble aller mieux, c'est ce que dit la Tib aussi. Plus de bandage en reconnaissance aujourd'hui à Jouplane. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ce sont les infos que donne la type dans le chat. Bon, bref, si je vous ai demandé pourquoi vous avez aimé ou pas regarder ce Dauphiné, c'est parce que je vous ai demandé de me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé pendant ce Dauphiné. On va commencer avec James. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est la victoire de notre ami Bjerg sur le chrono. Ça m'a fait plaisir. On va pas aller jusque-là, mais voilà, enfin, il arrive à mettre la balle au fond sur un chrono. On savait que c'était quand même un énorme potentiel. Et je rappelle quand même que le type a été 3 fois champion du monde espoir de la spécialité de la discipline. Voilà, juste pour rappeler certaines choses. Et depuis lors, c'est vrai qu'il lui a toujours manqué un petit truc sur les grands rendez-vous. 2 médailles aussi de champion, enfin 2 médailles au championnat d'Europe, mais aussi en espoir. Enfin, bref, il a tourné souvent autour d'une victoire dans la discipline. Et là, face à un Vingegaard qui roule sur une autre planète, il faut quand même réussir à le battre. Hein, il faut que ce soit un gars de son pays qui arrive à lui coller 12 secondes sur une étape. C'est quand même pas donné à tout le monde cette semaine. Donc franchement, bravo pour un gars qui est souvent en train de larbiner pour les autres. C'est cool pour lui. Donc chapeau à Michael Berg. C'est peut-être le chrono qui va le lancer pour peut-être faire d'autres performances de ce type-là dans les mois et les années à venir. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé alors? Alors, ce que j'ai pas aimé, mais alors pas du tout, c'est vraiment, on parle de différence de niveau. Moi, je parle d'un fossé entre... Parce qu'il y en a certains, c'est une différence de niveau. Quand on prend le top 10, quand on a un Hindley, un Egg ou un Yates, il y a une différence de niveau. Par contre, il y en a que c'est un fossé avec Mas, Gaudu, Carapaz, Landa. Là, c'est plus une différence de niveau. C'est un fossé vraiment avec des gars qu'on attend pour le prochain Tour de France. Ces 4 gars-là que je viens de citer. Anthony disait il n'y avait pas de réelle concurrence. Oui. C'est vrai, dans les faits, mais sur le papier, il y avait quand même les gars suffisants pour apporter une vraie concurrence. Elle n'a pas du tout eu lieu. On cite des gars quand même, Landa, Mas, rappelez-vous le niveau qu'il avait l'année passée en fin de saison. C'était le seul à être capable de chatouiller Poggi. Gaudu, 4e du Tour de l'an passé. Landa, où est le Landa du début de saison? J'ai pas du tout apprécié ce fossé qui est apparu comme ça, plouf, d'un seul coup entre Vingo et ces 4 gars-là. On aura le temps d'en parler, évidemment, avec les déceptions et les satisfactions de ce critérium du Dauphiné. Alors Anthony, qui vient de se réveiller, qui vient de juste d'écrire... Non, mais parce que j'avais pas vu qu'il fallait écrire les 2 réponses dans le même truc. Mais non, du coup, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant. J'ai dit assez rapidement. Ce que j'ai bien aimé, bien évidemment, c'est la victoire de Julien. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard parce que j'avais mis un autre paragraphe sur lui. C'est vrai que il y a pas mal de gens qui s'inquiétaient un petit peu pour lui ces derniers temps avec les déclarations de Lefebvre qui lui tapaient un peu dessus. Les gens commençaient à dire ouais, ça y est, Julien, c'est terminé, c'est sur la pente descendante. Là, je pense qu'il a fait taire beaucoup de monde. D'ailleurs, on l'a vu, ce geste qu'il a fait
quand il fait le signe des mains, genre Le calmez-vous, calma. je suis encore là. Voilà, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Les déclarations de Sénéchal aussi, elles sont intéressantes. Qui dit qu'il a retrouvé le Julien d'avant les titres. Garde, Et je pense que. garde tes infos Comment pour le sprint final, sinon tu vas tout me donner si tu me dis est-ce que Daily Sénéchal. Allez, etc., je garde le reste. Je garde le Ok. reste. Non, les infos, c'est des infos que j'ai entendues. Hein. Ah oui. Et non, ce que j'ai moins aimé, c'est un peu ce qu'a dit James. Hein. J'ai mis pas de réelle concurrence pour Vingegaard. Alors oui, sur le papier, il y avait de la concurrence, bien évidemment. Hein, quand tu as des Mas, des Yates et autres, oui, sur le papier, il y avait du monde pour mettre en face, même un Carapace. Mais au final, il y en avait. Enfin, sur la route, il y en avait pas. On voit très bien que dès que Vingegaard se levait, limite les autres étaient presque résignés, quoi. On avait un peu l'impression de voir des courses parfois où les coureurs laissent partir, enfin, n'essayez pas de suivre Pogacar. Voilà, c'est un peu la même chose avec Vingegaard. Ouais, on l'a vu tout au long de ce parcours. Justement, vous voulez en parler. On va parler de ces déceptions, de ces Enric Mas, de ces Mikel Landa, de ces Carapaz. Alors, très bizarre. Moi, il y a quelque chose que je trouve surprenant. Par exemple, Richard Carapaz, il gagne au Mercantour jusqu'avant. Il vient sur le Dauphiné. Oui, je sais que c'est que le Mercantour. Je te vois bouger un peu de la tête, James. Mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui vient de gagner. Il a quand même terminé 36e. Hein. Mikel Landa, il a montré quand même de belles choses depuis le début de la saison. Enric Mas, c'était censé être le numéro 2 d'après, mais pareil d'ailleurs, le numéro 2 de ce Dauphiné avec pourquoi pas au même niveau qu'Adam Yates. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui peut expliquer ces méformes, James. C'est ces stages, peut-être ils sont tous en stage et ils reviennent et ils sont cramés. Voilà, apparemment c'est un peu le son de cloche qu'on a, hein. C'est des stages, ils ont mis la barre assez haute, faudra voir évidemment si c'est pas un peu trop haute. En tout cas pour un Gaudu, à mon avis c'est très clairement le cas, c'est du surentraînement, voilà, très clairement. Et du coup les gars ils arrivent un peu cramés sur ce Dauphiné. C'est ce qui est avec Mas, je suis pas encore spécialement inquiet parce qu'il a quand même montré par intermittence des petites choses encore rassurantes. Par contre, les autres, surtout Gaudu, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Gaudu, là, par contre, c'est toute la semaine où il a été au niveau qu'il a affiché, c'est-à-dire entre la 25e et la 30e place. Il n'a pas eu un seul moment où on s'est dit « Ah tiens, il va un petit peu mieux sur cette étape-là ». Là, franchement, c'est un peu la merde pour eux, hein, on va pas se mentir. Et Landa, alors là, franchement, c'est la grosse surprise. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Landa du début de saison qui volait, qui était super régulier depuis le début, patatras quoi. Ouais, surtout qu'il avait suivi sur le Tour du Pays Basque, hein, c'est ça, je crois, déjà Jonas Vingegaard. Donc autant vous dire que c'est vrai que cette différence de niveau, elle est flagrante. Bon, souvent on explique par le fait qu'ils partent en stage entre les deux, notamment ce mois de mai. C'est le moment préféré pour tous ces coureurs pour y aller, parce qu'évidemment qu'il doit avoir un programme pour arriver en forme en juillet. Mais Anthony, il y a une question que je me posais et que je vais essayer de te poser. Peut-être que toi qui as fait la compétitionnette, tu vois, c'est la petite compétition, tu peux nous expliquer, ça sert à quoi d'y aller si jamais tu sais que tu vas prendre une énorme branlée? Enfin, le stage, il est, je sais pas, j'ai pas les dates exactes, hein, mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait des blocs de travail, donc c'est des blocs de 3 ou 4 semaines. Donc là, une semaine, ça peut finir un bloc. Et puis généralement, ce qui se passe, c'est que voilà, la courbe de forme, on va charger l'entraînement et puis on va avoir une période de fatigue par derrière pour essayer de remonter encore plus haut la période, le pic de forme, ce qu'on appelle un pic de forme. C'est souvent, si vous regardez les courbes de préparation, c'est fait par bloc et la courbe fait comme ça en fait avec le but de toujours remonter plus haut. Mais oui, s'ils sont rentrés, alors peut-être que, je crois que Gaudu l'a dit dans certaines interviews, hein, qu'ils avaient tenté des choses, qu'ils avaient bossé, ils avaient tenté des choses et modifié des choses dans la préparation. Ouais. Ouais, on verra sur le tour. Tout à fait, James, dans ce qu'il a dit, ça a quand même été un Gaudu. Je pense qu'on peut le dire, transparent sur ce Dauphiné. On l'a pas vu un jour de mieux. Attends, avant de passer sur Gaudu encore, Anthony, parce que tu prends de l'avance sur mon conducteur, pourtant tu l'as lu à de nombreuses reprises. Juste pour savoir, ça sert à quoi de venir sur ces courses pour faire 40e? C'est important quand même de sur ce genre de course parce que souvent on dit c'est pour régler un petit peu, se régler par rapport à la concurrence. Mais là, quand tu sais que t'as pas les jambes pour y aller, c'est bizarre, non? C'est d'être en peloton.
Je pense que s'il avait fait s'il avait le stage, je sais pas quoi était le stage, mais si c'était pour finir ce bloc de travail, si tu veux, ça peut entre guillemets remplacer une 3e semaine de Grand Tour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que cette semaine de Dauphiné peut être prise comme une 3e semaine de Grand Tour. Donc peut-être que ils ont chargé l'entraînement les semaines d'avant et venir à la fin voir justement comment ils ont digéré des efforts. Tu vois, en fait souvent ce qui se passe, c'est que quand on prépare des événements, bon, moi c'est un peu différent parce que c'était plus en cyclocross, mais on essaie souvent quand on prépare une course de préparer les mêmes efforts au même moment. C'est plus difficile à expliquer parce que c'était sur un circuit de cyclocross, mais si tu veux prendre un circuit de 7 minutes, on savait qu'il y avait 2 minutes d'effort, 1 minute de récup, tac 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 tac, tu vois, un escalier machin. Et ben quand on préparait une compétition, on essayait justement de reproduire ça les semaines avant pour que le corps vraiment s'habitue à ça. Et je pense que c'est ce qui a été essayé. Donc pourquoi venir parce qu'on était, je pense, à la fin d'un bloc de travail et qu'ils voulaient voir où ils en étaient. Alors là, oui, ça effraie, enfin, ça fait paniquer un peu tout le monde parce que y en a qui se sont inquiétés. Maintenant, on verra si dans 6 semaines, parce qu'il y a 3 semaines, dans 6 semaines maintenant, dernière semaine du Tour, Gaudu il vole. Et ben, on se dira, tiens, on se rappellera qu'au Dauphiné, il était cramé, mais que ce qu'il avait fait avant, ça a servi. Bon, on va oui, ouais, mais sauf que le problème cette année-ci avec le Tour de France, c'est que c'est dur d'entrée de jeu. Les 2 premières étapes là, du Pays Basque, si vous n'êtes pas bien, eh bien, vous pouvez déjà vous prendre une méchante cacahuète d'entrée de jeu et hypothéquer toutes vos chances de général. Alors évidemment, on peut toujours se rabattre sur une victoire d'étape et on sait évidemment que pour une équipe française, ça reste le Graal. Mais voilà, c'est un Tour de France où voilà, ça peut directement, après 2 jours, on peut déjà être à 20 minutes. Hein. Après 2 jours, 20 minutes? Ah oui, c'était vraiment que t'arrives vraiment... non, après, sur un début de Grand Tour, James, même si t'arrives pas au top, si ils ont un peu de fraîcheur, je pense pas qu'il y aura des... Enfin, non, perdre un petit peu de temps, c'est une chose, mais perdre autant... Enfin, voilà, non mais attention, je suis pas sûr de ce qu'on raconte parce que avec les clowns qu'il va y avoir au départ, enfin des clowns, les animateurs, on va les appeler comme ça plutôt, avec Vingo, avec Poggi, avec VDP, hein, Van Der Poel des grands jours, avec Van Aert, ils vont envoyer du steak. Hein. Ah bah, c'est prévu. On est prêt pour un grand spectacle, à mon avis. Donc si un Gaudu, par exemple, est encore dans cette forme-là, il peut prendre très cher hein, sur ses premières journées et hypothéquer tout un classement général. Et la remarque vaut pour un Mas ou un Landa ou un Carapace. Hein, c'est très très chaud. Je suis inquiet pour vous, chers amis français, pour David Gaudu. Arrêtez de parler de David Gaudu. On a un sprint final avec tous les Français. On les fait un par un et vous êtes en train de me lâcher du David Gaudu à tout va. Et je voulais donner les Hendrik Mas, Landa, Carapace. Vous êtes obligés de bifurquer dessus. On y revient après. Allez, on finit avec les satisfactions de ce Dauphiné. Hors français, s'il vous plaît. Du coup, moi, j'ai noté quelques-uns. Enfin, on en parlait de Bjerg juste avant. Très bien, c'était parfait. Il fallait le dire. O'Connor, Jay Hindley qui était pas trop mal, Adam Yates qui était bien, et puis j'ai noté Louis Menkis aussi, voilà, Ben O'Connor surtout, c'est 3e encore une fois du Dauphiné, voilà, c'est l'une de mes satisfactions. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, James, si tu as noté autre chose, si tu veux. Non, vas-y, on peut enchaîner sur un très coureur. Très bien. Très Anthony, bien. pareil. Non, moi j'avais mis O'Connor, j'avais juste mis qu'il est dans les clous hein, au niveau de la préparation et pourquoi pas le voir épauler, je le verrais bien épauler moi des frères Paré Peintre sur le Tour, mais bon c'est dans mes fabulations peut-être. Ah, ça peut... Le rêve. C'est un grand rêve. Hein. Toi, tu dois bien dormir la nuit. Alors, juste dernier truc, et c'est vrai qu'on le dit dans le chat, Bernal, grosse satisfaction. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Vous pouvez évidemment vous donner, vos coureurs. Bernal, Rodriguez, Martinez étaient présents sur ce critérium du Dauphiné. Et j'ai une petite question pour terminer. Quand on est manager d'Ineos, qu'est-ce qu'on fait sur Tour de France? Quel leader on prend? Parce que là, on voit que Bernal marche pas trop bien, part trop mal, pardon, sur ce Dauphiné. Bon, il est en dehors du top 10, mais ça va. Carlos Rodriguez, c'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est encore là. Martinez s'est écroulé sur la dernière étape, mais il était là juste avant. C'est quoi la solution pour Ineos sur le Tour de France? C'est de voir comment ça va se passer.
Ben non, mais c'est une réponse bateau. Mais non, mais on voit un petit peu qui sera le moins mauvais. Tout simplement, ça sert à rien de dire maintenant. De toute façon, on n'a pas assez d'éléments là avec les trois. Il faut encore ajouter peut-être Pidcock en Oui. Suisse, voir ce qu'il va faire lui là-bas. Mais là, ça a l'air d'être un peu les trois plus ou moins au même niveau. Bernal, c'est vrai, il revient un petit peu. Rodriguez, pas mal. Martinez, moins fort que l'an passé, mais pas scandaleux. Et voilà, donc c'est un peu kiff-kiff. C'est les jambes qui vont parler et le moins mauvais sera leader et voilà, ça sert à rien de désigner maintenant, de faire une hiérarchie, c'est complètement inutile. De toute façon, ils partiront perdants dans tous les cas de figure, donc ça va pas changer grand-chose. Il ferait mieux déjà de se concentrer sur un plan B pour déjà sauver leur Tour de France, parce que vu comme c'est parti, c'est mal barré encore une fois pour Ineos sur ce Tour de France. Mais non, on en rigole, mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme signe rassurant sur ce Dauphiné? Zéro. Bernal, c'est vrai qu'il va mieux, mais de là à aller imaginer concurrencer Vingegaard ou même Poggi ou encore même d'autres, parce qu'on se parle des deux mutants là, mais il n'est pas encore au niveau d'un Hindley ni même d'un O'Connor, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le chrono là, il prend plus de 2 minutes, c'est quand même très cher payé, donc c'est pas encore le vrai Bernal, loin de là. Rodriguez il revient de blessure avec sa clavicule, Martinez n'est plus au niveau de l'an passé, donc c'est, à mon avis, c'est plus la panique qu'autre chose chez Ineos. Ouais, il rajoutera peut-être Pidcock en plus des trois noms que j'ai cités évidemment pour ce Tour de France. 4 leaders potentiellement avec quel objectif on verra bien au mois de juillet sur la route du Tour de France. Allez, on enchaîne avec on n'attaque pas, on passe à autre chose et on viendra à nos amis les Français juste derrière. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors j'ai plusieurs choses à vous proposer. Du coup, alors j'ai une première chose sur le Tour des Pyrénées féminin. Catastrophique, voilà, donc la première chose. Le Tour de Belgique féminin annulé, on reste dans le cyclisme féminin. Les mauvaises nouvelles, faute de signaleurs. Donc Philipsen qui a gagné ce week-end en Belgique, qui a dominé Jakobsen et Kalibiwan, donc plutôt pas mal. Des courses de gravel en Finlande, j'avais noté avec la victoire de Tiffany Cromwell et Tom Skujins là-bas. Donc si jamais Anthony voulait parler de gravel, je vais lui donner la possibilité. La série Netflix qui est sortie le 8 juin dernier, donc il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va se poser la question, tiens, vite fait. J'ai aussi du VTT cross-country avec Lona Lecomte et Nino Shorter. Les conversations du Tour de France via les oreillettes qui seront diffusées aux antennes, sauf celle de Groupama et FDJ notamment qui a refusé. Et enfin, Van Aert qui pourrait quitter le Tour en cas de naissance de son enfant. Voilà donc tout ce que j'ai à vous proposer. On attaque sur quoi ? James, tu voulais attaquer sur quoi ? Alors moi, j'aimerais bien prendre le Tour de Belgique féminin annulé. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pas parce que... Non, oui, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Lotte Kopecky, qui était normalement prévue sur cette épreuve, elle se retrouve sans course. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est quand même assez incroyable pour être souligné. Elle va aller rouler des petites kermesses avec des juniors masculin. Et oui, c'est possible chez nous de rouler avec des hommes masculins juniors. C'est quelque chose qui existe chez nous. Voilà, ça a été fait pendant le Covid aussi, faute de compétition. Et donc, ce dimanche, Lotte Kopecky sera au départ d'une course régionale à Wetteren avec des juniors. Ça risque d'être assez incroyable. Mais voilà, ça va donner une scène un peu à la belge, un peu surréaliste. Mais voilà, ça c'est plus voilà, c'est pour ça que je voulais en parler et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que les favorites de cette course, parce que moi je me pose la question, est-ce que y a la différence, parce que souvent dans le foot on essaie de faire des comparaisons en faisant jouer les filles face à des clubs de catégorie jeunes, ça se passe pas souvent très bien d'ailleurs, mais là du coup qu'est-ce qu'on dit ? On dit c'est celle qui va dominer tous les juniors ou pas ? Non, on dit rien. Ah bah là franchement je sais pas du tout. Je pense quand même qu'elle devrait jouer les premiers rôles parce que au départ il y aura pas les meilleurs juniors belges de la catégorie. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Donc normalement elle devrait jouer les avant-postes. La distance aussi est ce qu'elle est. On est sur une distance de 120 km grand max, pas plus que ça. On est sur une course régionale en Belgique. Donc voilà, course de kermesse toute plate.
Donc, normalement, elle devrait jouer les premiers rôles, mais je la donne pas forcément lauréate pour autant. Je pense qu'il y en a certains du côté des juniors, ils vont être un peu à deux sentiments. Est-ce que je perds? Est-ce que perdre contre elle, ce serait un déshonneur, puisque, bon, voilà, rivalité homme-femme, vous savez, bon, je n'irai pas plus loin sur le sujet, ou au contraire, ça va pas un peu les stimuler. Ah ouais, mais je pourrais battre l'autre Kopecky. Ça va être très intéressant à suivre. C'est dommage qu'il y ait le Tour de Belgique homme en même temps. Sinon, j'aurais bien été faire un tour pour voir un peu ce que ça va donner, parce que c'est assez marrant plus qu'autre chose. Je croyais que ça allait être diffusé. Anto, tu attaques sur quoi? Sur toutes les propositions? Bah, moi, j'avais répondu sur plusieurs trucs, mais s'il en faut choisir une seule, et ça sera bref et rapide. Je prends Van Aert qui pourrait quitter le Tour en cas de naissance de son enfant. J'ai répondu bien sûr, il fait ce qu'il veut, c'est le boss. Ok, bah bien évidemment, voilà. Il a le droit d'abandonner. Je me dépêche parce que je sais qu'il faut qu'on aille vite maintenant, donc voilà. Voilà, bravo. Non, mais attends, moi je voulais quand même ton avis sur les. Sur la série Netflix. Sur la série Netflix. Écoute, je l'ai commencé. Okay, je l'ai commencé aujourd'hui. Seulement, j'ai un gros problème. Voilà. Je donnerai pas mes sources, mais moi, mon Netflix, enfin mon truc où je regarde, tout ce qui est en anglais n'est pas sous-titré. Donc j'ai un gros problème parce que quand tous les Anglais parlent, ils parlent trop vite. Et vu que mon anglais est très mauvais, bah, je comprends pas les portions en anglais. Donc voilà. Eh bien, il faut qu'on. Pour l'instant, ça reste compliqué pour moi. Il faut qu'on trouve une solution. J'espère qu'il y a des personnes qui travaillent à Netflix qui nous écoutent pour trouver une solution à ton problème. On veut écouter. Moi, j'ai regardé un épisode pour vous dire. J'ai pas forcément accroché. Peut-être parce que ça met du temps un petit peu à démarrer. C'est pour ça que j'ai pas regardé les suivants. Je les ai pas dévorés. Voilà. Donc je vais pas trop. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment pour des. C'est intéressant pour le grand public, je pense plutôt. Je compléterai ton propos, Johan. Moi, j'ai fait la stratégie inverse. C'est-à-dire, j'ai pas commencé par le début. Je me suis dit, de toute façon, je sais ce qui se passe. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais pas apprendre quoi que ce soit au niveau sportif. J'étais intéressé par l'histoire, la dramaturgie, etc. Alors moi, j'ai commencé par l'épisode autour des équipes françaises, le poids d'une nation. Et j'ai trouvé cet épisode assez intéressant. Jourdi, très émouvant. Voilà. Donc, humain, enfin, on voit vraiment le personnage et ça le rend vraiment encore plus attachant qu'il ne l'est en réalité. Bon. Donc, moi, j'ai plus ou moins, j'aime assez bien. C'est du Netflix. Voilà, c'est une belle dramaturgie, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, ça se laisse regarder, voilà. Ça reste plaisant. Très bien, eh bien je continuerai, on va trouver une solution pour Anthony. Moi je voulais juste poser mon petit coup de gueule sur le Tour des Pyrénées féminin qui a été commenté d'ailleurs par Jérémy Sakian ce week-end, avec cette première étape où on a vu des filles, le peloton passer face à des voitures qui arrivaient en face, donc la circulation n'était pas forcément fermée partout. On a vu aussi du coup des images où ils arrivaient dans une petite rue où il y avait des passants qui passaient, enfin hyper dangereux. Le lendemain, les filles ne voulaient pas repartir. Enfin, elles ont directement été en bas d'Hautacam pour monter pour se faire la misère dans Hautacam. Et le surlendemain, donc la troisième étape, elles ont décidé de ne pas du tout repartir. Donc étape annulée. L'organisateur a dit que c'était que des filles gâtées, qu'elles voulaient quelque chose qui n'était pas en éducation avec leur niveau, qu'ils ne pouvaient pas fermer les routes parce qu'en France c'est difficile, alors que dans les courses ils le font très bien. Bref, inadmissible. Voilà ce que j'avais envie de dire, inadmissible pour ça. Les filles méritaient mieux pour ce cas-là. Elles ont bien fait de se barrer. Et Marta Cavalli qui gagne en haut de Hautacam, c'est une très bonne nouvelle aussi. Voilà donc, c'est bon. On passe sur le reste puisqu'on a un sprint final à faire. Et c'est parti. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Alors, figurez-vous qu'il n'y avait pas que Vingegaard sur ce Dauphiné, puisque la France a brillé, la France a remporté de nombreuses étapes. Qui souffle? C'est James, hein, c'est James. Ah, mais c'est terrible ça, mais ça souffle. J'ai coupé ma respiration pour voir si c'était pas moi. Je respire plus, tu vois, je suis tout rouge. Ah, c'est incroyable. Donc du coup, je disais, il y a aussi nos amis. En fait, ta main était devant ton micro, tu envoyais tes respirations. Ah, c'est ça. Voilà, je me disais aussi. Je crois que
t'as 38 pulsations là au niveau du cœur, t'es pas mal. Hein. Cœur d'athlète. Donc, je voulais parler des Français donc sur ce Dauphiné avec d'abord, on va faire dans l'ordre, un Christophe Laporte XXL, vainqueur de 2 étapes comme Van Aert l'année dernière d'ailleurs. Donc voilà, statut numéro 1 français depuis le début de la saison pour Christophe Laporte, encore confirmé aujourd'hui. Anthony, je sais que tu apprécies Christophe Laporte et cette équipe Jumbo-Visma. Franchement, il a été encore meilleur que le cru 2022, Christophe Laporte. Ouais, il a été encore meilleur. Je pense qu'il prend confiance en lui. Il se sent de mieux en mieux au niveau de l'équipe. Et on sait qu'il vient de re-signer et qu'il voit que l'équipe lui fait vraiment confiance. Voilà, de temps en temps. Voilà, il sait qu'il est équipier, mais quand on lui laisse carte blanche, bah voilà, il sait qu'il faut pas se rater. Et on le voit, il a confiance. Pas spécialement sur la première victoire, mais je crois sur la deuxième. Bon, le sprint est un peu cafouillé avec Bennett qui fait le zigzag là, mais lui se pose pas de questions, il est plein milieu et il va la claquer. Moi, je pense que ouais, non, il a vraiment pris confiance en lui. Il se sent vraiment bien et j'ai hâte de voir ce duo Laporte Van Aert dans les sprints. Parce que je trouve que Laporte commence quand même vraiment à aller très très vite au sprint et j'espère que Wood pourra le doubler. Il y aura aussi un duel Van Der Poel-Philipsen pendant les sprints parce qu'on dit que Van Der Poel va aussi amener Philipsen et donc Laporte pour Van Aert. Bref, c'est autre chose. Mais par contre, Laporte, James, il n'aura pas grand-chose avec Van Aert. Surtout l'année dernière, il a réussi à avoir une petite étape à Cahors, mais là, tu nous rassures. Vous vous rassurez parce que Van Aert aura tout, évidemment. Bah, ça dépend si sa femme accouche ou pas, tout simplement. Oui, c'est vrai. Okay, c'est vrai. Ouais, mais justement, je pense que Van Aert je pense qu'il va vouloir dès le début prendre tout ce qu'il peut. Hein. Ah oui, au début, Laporte, il va rouler évidemment pour Wout, hein, mais il faut espérer pour Christophe Laporte que Mère Nature fasse son devoir et que Wout puisse aller célébrer la naissance de son petit bout avec beaucoup de bonheur, évidemment. Comme ça, Christophe Laporte pourra peut-être se faire plaisir. Et pourquoi pas, chers amis, gagner l'étape aux Champs-Élysées, ce serait formidable pour vous, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'y croit pas trop, mais oui, on prend, évidemment, avec plaisir. Christophe Laporte, donc, qui a répondu une nouvelle fois présent. De toute façon, depuis le début de la saison, c'est lui qui porte, on va dire, les tricolores. Mais il y a un Français qui, par le passé, portait aussi les couleurs haut et fort chez nous dans le cyclisme. Mais c'est Julien Alaphilippe qui a remporté une étape. Il a même terminé top 10 du critérium du Dauphiné. Un Dauphiné plus que réussi. Alors maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que ça veut dire, Anthony, Julien Alaphilippe is back ? Est-ce qu'il est de retour, vraiment, on va dire ? Parce que la Faune Ardèche, ça ne comptait pas. Je pense que oui. J'ai jamais été inquiet. Je l'ai toujours dit ici. Ah bon ? Le maillot de champion du monde, c'est un gros poids sur les épaules. Après, il a eu la naissance aussi du petit. Voilà, plein de choses voilà, dans la vie. Là, je pense, et comme on le disait tout à l'heure, pour revenir sur les propos de Sénéchal qui disait qu'il avait vraiment retrouvé le Julien de 2018-2019. Moi, je crois en Julien. Et je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. Je pense qu'il y a une petite idée à la tête dans une petite quinzaine de jours. Alors j'ai plus le nom du patelin exactement, mais c'est dans le nord là-haut. Sénéchal a dit que c'était trop dur. Voilà, Sénéchal a dit que c'était trop dur pour lui. Saint-Omer, c'est ça exactement. Que c'était trop dur pour lui, mais qu'il serait au service de quelqu'un. Je pense que voilà, il y a de l'idée et voilà, j'en dis pas plus. On verra. Et pour moi, ouais, il est de retour. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui le voyaient déjà avec la déclaration de Lefebvre. Voilà, c'était fini, ça y est. Il faut qu'il trouve une équipe, il faut qu'il aille ailleurs. Moi, j'ai toujours dit, hein, je pense que ces choses-là, c'est beaucoup de la communication. Ça fait parler dans les journaux, ça fait parler de l'équipe. Moi, j'y crois pas qu'il lui rentre comme ça dans la gueule tout le temps. Enfin, je pense pas que ce soit très tendu. Même si voilà, ils doivent quand même avoir le patron employé. Moi, je pense que Julien n'est pas terminé et que notre Julien est de retour. Pas douté donc pour Anthony. Est-ce qu'on a eu des doutes, James, de votre côté ou alors voilà, on
On savait que Julien Philippe allait revenir à ce niveau-là. Ah, encore une fois, à ce niveau, on ne l'a pas encore vu sur Liège-Bastogne-Liège encore, même si ça va être difficile dans les années à venir avec Remco, mais bon, bref. Bah, non, on savait que tôt ou tard, il allait quand même retrouver un peu la patte. Hein. Il ne pouvait pas être à ce point-là devenu mauvais. Donc, oui, il y a énormément de show autour de cette relation avec Lefebvre. Beaucoup de blanc, beaucoup de blabla. Oui, comme vous dites, si bien, ça fait vendre des journaux, patati et patata. C'est beaucoup plus du vent qu'autre chose. C'est un peu la méthode aussi, hein, Lefebvre, il aime bien jouer, hein, c'est un communicateur né, il adore ça, il a les médias à ses pieds, voilà, il aime bien, hein, personne lui rentre dedans, donc du coup il peut dire tout ce qu'il veut, comme il veut, pas de souci, voilà, les médias sont preneurs, évidemment, un mec comme Lefebvre, il vous régale aux interviews, donc forcément, allons-y, et ben voilà, non, c'est bien, là il est de retour, hein, mon avis, Saint-Omer, bon courage, hein, pour les autres. Hein. C'est Cassel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Cassel, mes amis, pour les championnats de France, où on espère aussi avoir Thibaut Pinot vainqueur, c'est-à-dire qu'il continuera un petit peu dans le cyclisme. Mais bon, c'est compliqué, il y a pas mal de côtes là-bas. Pour la Philippe, donc, on aura la réponse en juillet, on espère... pourquoi pas une victoire d'étape, de reprendre ce jaune qui lui va si bien aussi. Julien Philippe qui a fait 10e donc, du critérium du Dauphiné. Objectif, peut-être même objectif minimum pour un David Gaudu avant le départ de ce Dauphiné. Et finalement, il a terminé bien plus loin, à plus, je sais pas, 30e, à plus de 15 minutes de la tête pour David Gaudu qui a eu vraiment des complications sur ce critérium de Dauphiné. Alors on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il est parti en stage, voilà, et c'est peut-être l'une des explications. Il a fait des choses. Anthony, est-ce que tu es inquiet pour son Tour de France ? J'ai plus ou moins répondu tout à l'heure. J'ai envie de me mouiller et de te dire non. Parce que l'année dernière, par exemple, il avait fait la même chose avec le Dauphiné où il n'a pas été, il était très bon aussi. Il fait 4e du Tour de France et ça peut peut-être apporter d'un. Voilà, donc ça, plus là, voilà. Si je te dis, ils ont modifié des petites choses à l'entraînement, en forçant un peu plus sur l'entraînement et en se servant de cette 3e semaine, cette semaine de Dauphiné, voilà, pour simuler une 3e. J'ai envie de lui faire confiance et puis parce que c'est un peu quand même notre seul Français, on va dire, notre seul espoir de faire quelque chose au général. Donc j'ai envie de faire confiance et non, j'allais inquiet à moitié. James, toi, tu es moins gentil qu'Anthony parce que pour toi, David Gaudu, on peut s'inquiéter un petit peu. Plus qu'un petit peu. Je sais pas ce qu'il vous faut. Là, franchement, c'est 25 minutes dans les dents. Les prestations ne vont que c'est de pire en pire. Il démarre très fort à Paris-Nice, mais vraiment très fort. Et je me demande s'il n'a pas démarré trop fort déjà là. Et puis après, ça va crescendo au Pays Basque. C'était déjà plus le même David Gaudu parce que si on reprend le David Gaudu de Paris-Nice, il aurait été dans le match avec Vingegaard au Pays Basque. On pourra dire ce qu'on veut. Après, les classiques wallonnes, c'est un désastre. Et à ce moment, avec ses allergies, etc. Voilà. Aussi une question qu'on peut se poser, fallait-il encore l'aligner sur ces courses-là ? Moi, je ne pense que non. Ensuite, visiblement, ils ont testé des choses, mais ça n'a pas fonctionné parce que on peut pas se ramener. Enfin, si, on peut évidemment. On fait un stage, on vient au Dauphiné, on vient se tester, etc. Mais on se rend bien compte tout de suite que ça va pas du tout. Là, il est à des années-lumière du niveau à Vingegaard. Parce que, alors, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, à part abandonner, ça peut aller que mieux. Donc, forcément, il y a peut-être un peu d'espoir. Mais d'espoir, pourquoi ? Est-ce qu'on imagine encore un podium avec ce qu'il a montré au Dauphiné ? Vous le voyez encore finir sur un podium ? Je pense qu'il faut être réaliste. Ça me paraît déjà mort d'avance. Alors oui, je vois déjà les gens me dire « Oui, mais il y a encore 6 semaines, la 3e semaine. » Peut-être qu'il volera en 3e semaine. Mais à mon avis, les dégâts seront déjà faits avant. Et il va courir et il aura peut-être énormément de liberté en 3e semaine. Et il peut peut-être régaler tout le peuple français en 3e semaine. Mais là, pour le classement général... à
avec Vingo et Poggi, il y a déjà normalement sur papier les 2 premières places qui sont prises et je ne le vois pas finir 3e, qui est peut-être, même si on n'en parle pas beaucoup, l'objectif annoncé. Alors moi, je retournerai finalement le problème dans l'autre sens parce qu'on a beaucoup parlé, faut-il amener Pinot, etc. au Tour de France. Et moi, je me pose presque même la question de savoir s'il faut même prendre David Gaudu au Tour de France. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour Groupama? Non, je vais terminer jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'est pas mieux de dire, voilà, on va avec Pinot et on va avec Démare. Pinot, il est en roue libre sur ce Tour de France. Il peut prendre 20 minutes un jour et nous régaler le lendemain. Tu chasses les étapes, tu te fais plaisir. Tu ne dois pas te concentrer sur David Gaudu, à rouler pour David Gaudu en tant que larbin. Et d'un autre côté, on a un Démare pour les sprints qui semble quand même revenir crescendo à un niveau. Et pourquoi pas, les Tours de France, les sprints, on ne sait jamais. Au lieu de se concentrer sur une lutte pour le classement général qui semble plus que mal engagée d'avance. Est-ce que ce serait pas mieux de dire à David, voilà, t'es tellement à la ramasse sur ce Dauphiné, il y a eu des problèmes, on s'est planté, tu vas à la Vuelta et tu peux te régaler là-bas à la Vuelta. Voilà, c'est une question que je me pose, sincèrement. Je sais bien que tout le monde va me tomber dessus, mais franchement, voilà. La participation de David Gaudu ne serait pas remise en cause. C'est Marc Madiot en plus qui a déclaré dans les médias il y a pas très très longtemps qu'il n'avait pas encore pris la décision pour la composition officielle de la Groupama FDJ pour le Tour de France. On a encore un point d'interrogation sur Arnaud Démare qui est normalement prévu. Thibaut Pinot, gros point d'interrogation aussi. Il n'a pas encore pris de réponse, dit Marc Madiot, pris de décision, pardon. Anthony, toi tu fais tu mets les deux. Moi j'emmène les deux. Ouais, t'emmènes les deux, ouais. J'emmène les deux de toute façon. T'emmènes les deux et puis tu vois bien tout de suite. Si Gaudu est pas dans le coup, on donne carte blanche à Pinot. Si Gaudu est dans le coup, est-ce qu'on dit à Pinot de rouler pour Gaudu? Après Démare s'il vient sur le tour, il faudra peut-être que voilà. Non, mais moi j'emmène les deux. Démare après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un train? Est-ce qu'on a encore vraiment maintenant des gros trains? Alors oui, aujourd'hui, on l'a vu sur le Tour de Suisse, il s'est fait bien emmener, mais ça a pas payé justement. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir encore un gros train au jour d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut pas se servir des autres? Vous avez des mecs comme Van Aert, ils ont un gars devant et encore parfois il est tout seul. Donc voilà. Non, emmener Démare pour les sprints. Et j'emmène les deux, puis on voit au jour le jour. Parce que c'est quand même c'est se priver de Gaudu qui a quand même fait du Tour son objectif principal. Si maintenant il a vraiment fait le taf pour le Tour, je vois pas les gars lui dire écoute non finalement coupe ou pars en vacances et puis tu feras la Vuelta. J'ai un petit peu de mal maintenant. Moi, ça, voilà, je dis que j'étais pas inquiet à moitié inquiet. Moi, j'emmène les deux. En plus, je pense que Pinot, avec ce qu'il a fait sur le Giro, il s'est fait plaisir. Même si là, il vient sur le Tour sans pression, je pense que pour lui et pour le cyclisme français, ça serait quand même bien de le voir, finir sur le Tour, qui est quand même la plus belle course au monde. Et en plus, mais pour moi, Pinot est indiscutable sur ce Tour de France. D'un point de vue purement marketing, il doit y être. Ouais, il n'y a même pas de discussion. Il faut voir aussi à quel niveau il va revenir, Thibaut Pinot, parce que c'est vrai que c'est dur d'enchaîner Giro, Tour de France. Il y a pas mal de choses qui sont... À mon avis, Marc Madiot doit essayer de savoir comment il se sent. Peut-être les championnats de France, souvent, c'est là où on prend la décision. Si jamais il réalise une belle performance, et si jamais en plus il gagne, c'est sûr que là la question ne se posera plus. En plus, David Gaudu ne peut pas faire la Vuelta parce qu'il y a Elni Martinez qui est prévu sur ce Tour d'Espagne. C'est notre futur vainqueur du Tour de France, donc il peut pas tout faire non plus. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui étaient inquiets parce que Lenny Martinez arrivait, David Gaudu a chassé Thibaut Pinot, maintenant Lenny Martinez arrive, pas facile pour le français, mais bon, bref. Et en parlant de oui, vas-y, rapidement. Oui, non, pour compléter quand même, par contre, l'attitude de certains de là, les critiquer de tous les noms sur ces réseaux, etc. Là, franchement, faut arrêter un petit peu là, ça devient un peu n'importe quoi. Alors évidemment, il y a tous les espoirs qui reposent sur
sur lui. Et c'est vrai qu'intrinsèquement, c'est le meilleur espoir français pour un classement général. Mais vous imaginez un peu le contexte aussi dans lequel il est. Je veux dire, le mec, il se fait injurier parce qu'il avance pas. Ben voilà, c'est le vélo. Un jour ça va, un jour ça va pas. On commence pas. Enfin, c'est inadmissible. On peut évidemment être comme moi un petit peu en mode voilà, bon, est-ce que on critique un peu d'un point de vue purement sportif, mais on n'a absolument rien contre les gars, mais on entend ces déclarations, ces injures, etc. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Non, mais ça, c'est ce que je voulais dire, justement. Voilà. Par rapport à ça. Non, mais moi aussi. Alors, on est critique, c'est vrai, envers d'ailleurs tout le monde, pas Godu plus qu'un autre. C'est juste les insultes, je comprendrai jamais. Bref, on enchaîne parce que dernier petit mot, Anthony, sur Guillaume Martin. Qui a terminé 5e à la Bastille, 6e du classement général, premier français, qui a été à la bagarre vraiment dans la dernière étape, où il fait 5e, je venais de le dire. Franchement, moi, personnellement, je me suis dit, Guillaume Martin, c'est mort, on ne verra pas refaire un bon classement général sur le Tour de France. Maintenant, je suis en train de me dire, là, il est en train de revenir fort. On a été critique envers David Gaudu avant pour dire s'il va peut-être se planter au classement général. On va peut-être Guillaume Martin, Anthony. Ouais, pourquoi pas. C'est un mec qui fait pas de bruit, qui est toujours là. Alors par contre, parfois il y a des jours quand il dévisse sec. Mais là, ouais, bon. Tu vois quoi, toi, top 5 sur le Tour? J'avais mis un top 10 sur le Tour, c'est possible. Non, pas top 5. Ah ouais, top 5, 10, c'est top 10 sur le Tour, ouais, pourquoi pas. Ouais, non, pourquoi pas. En plus, j'ai lu 2-3 déclarations où il disait qu'il se sentait de mieux en mieux et que, alors, en début de saison, ça allait pas terrible, et là, ça a l'air d'aller. Donc, psychologiquement et de toute façon, physiquement, ça va. Quand tu viens faire 6e du Dauphiné, c'est que ça va quand même pas mal. Non, il a fait en plus une belle montée de la Bastille. Non, pourquoi pas. Voir sur le Tour. Je te dis, il faudra juste pas avoir 2 jours sans sur les grosses journées. Ce qui est souvent le cas, je crois, de sa part, c'est que souvent, quand il a un jour un peu moins bien, c'est des grosses étapes et souvent, il prend tarif au niveau du temps. Ouais, bon, Guillaume Martin, c'est pas grave, il part dans les échappées après pour récupérer un petit peu de temps. C'est sa marque de fabrique ces dernières saisons. Est-ce que vous êtes prêts? C'est l'heure du quiz. Ah, ok. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Alors, quiz qui n'a pas été préparé par Jérémy Sakian. Bien joué de sa part, qui a dit Anthony qu'il avait préparé, qui a donné 2-3 petits indices. Alors, grosse surprise. Figurez-vous que ce quiz, aujourd'hui, c'est sur le critérium du Dauphiné qui vient de se dérouler. Et puis, il y aura aussi une petite question sur le Tour de Suisse, je crois, à la fin. Bon, je me suis fait plaisir. Vous pouvez évidemment jouer dans le chat. Si vous répondez avant nos 2 experts, vous avez de la chance de répondre avant Anthony Nicolas d'ailleurs. Vous marquez des points, évidemment. Je les compte. Et puis, il y aura un cadeau bientôt à gagner. Pas cette semaine parce que c'est Jérémy qui offre les cadeaux. C'est lui le plus riche d'entre nous. Et donc, du coup, il y en aura sûrement un lors du prochain podcast quand il sera là. On est parti. Première question. Qui est le coureur d'Uno X dans les 10 premières places du général? Torsten Tran. Torsten Tran. Bonne réponse de James Allhart. Et Jérémy aussi dans le chat qui a écrit n'importe comment Torsten Tran, mais on ne sait pas comment l'écrire. Qui termine maillot blanc de ce Dauphiné? Ah ouais. Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, c'est une bonne réponse, monsieur Collat. Bravo. Bravo. Un partout. On dirait, il y a un somme terrible. Qui est le dernier coureur à avoir doublé Dauphiné Tour de France? Attends, au palmarès? Oui. En vite. La même année, évidemment. Et la bonne réponse dans le chat a été donnée. C'est Guérin Thomas en 2018. Un partout entre le chat et les 2 experts. Deuxième fois de suite, 3e du général pour Ben O'Connor. Quel est l'autre coureur? Qui est l'autre coureur? Qui l'a fait en 2016-2017. Il a fait 2 fois 3e aussi. Contador? Non, il ne roulait plus. C'était pas Contador. Dan Martin. Avec Anthony Nicolas qui a le palmarès sous les yeux. Bravo, Anthony. Donc, c'est bien Dan Martin. Genre, tu l'as sorti comme ça. Ouais. Quelqu'un peut fermer sa page? Non, c'est pas Bardet. Ça avait donné Bardet. Il peut aussi. Non, c'est bien.
Là, il faut que tu Là, j'ai le droit des bonnes réponses aussi, des fois. Hein. Jérémy qui dit Dan Martin, aucune chance sans tricher. On est tous d'accord avec ça. C'est une marque de points. Mais attention, parce que je peux te l'enlever pour triche. Celui-là, il va falloir que tu le trouves dans les méandres de Pro 5 Listat. Là. 2 victoires d'étape pour Christophe Laporte. La dernière fois qu'un Français a remporté 2 étapes sur la même édition, c'était en 2015. Mais c'était qui ? Mais c'était qui ? Chavanel, ce n'est pas bon. C'était Loli. Non, mais on te demande pas, je l'ai pas. on te demande la réponse. Bah oui, Non, je l'ai pas du tout. C'est plus difficile à trouver. Alors Chavanel, c'est pas bon. Dans le chat, peut-être que quelqu'un va trouver. Du coup, non, bah, vous pouvez donner des noms. Vous pouvez donner des noms. Dites. Les Français, c'est un Français qui a gagné 2 fois ce critérium du Dauphiné. C'est Desmar, c'est pas bon, mais on se rapproche. Bardet, c'est pas bon. Boigny. Boigny, c'est une bonne réponse du grand tricheur. Anthony Nicolas qui cette fois-ci l'a sorti vraiment au hasard. On enchaîne. Au pif. Vingegaard, deuxième en 2022, premier l'année d'après, qui est le dernier coureur à l'avoir fait. Donc deuxième une édition et premier l'édition d'après. C'était il y a quelques années. Froome, ce n'est pas bon. Oh. Le problème, c'est que là, je sais qu'il a Pro Cycling Stats sous les yeux, Anthony, donc du coup, je peux pas donner l'année. Je peux vous donner un indice. Je voulais vous donner un indice les années, mais c'est plus difficile. C'est un ancien coureur français. Putain. De course par étapes. Pourquoi il est plus français maintenant ? Mais c'est ça. Ancien coureur français. Je veux dire, c'est un ancien coureur. Ancien coureur. Christophe Moreau. Christophe Moreau, c'est une bonne réponse encore. Je te donnerai pas le point de ce coup, ça, je te le dis. C'est une démonstration d'Anthony Nicolas. Non, il n'y a pas une démonstration. Je vous avais dit que je l'avais bossé de ouf celui-là. Ouais, c'est ça. Bien il gagne en quelle année, Christophe Moreau, Anthony ? 2004. Ouais, c'est ça, 2007. Allez. J'étais presque. Qui est le premier Belge au général de ce critérium du Dauphiné 2023 ? Indice, il termine devant Gaudu. C'est putain. C'est quand même pas. Allez. Non, c'est quand même pas Campenarts. Oh merde. Campenarts, allez. Non, c'est pas Campenarts. C'est pas Campenarts. Anto, lâche l'ordi des yeux. Regarde-nous. Voilà. Je suis obligé de regarder la caméra. Oui, t'es obligé de regarder le classement. Je sais pas. Personne ne l'a dans le chat. Là, je sais pas. Il a été échappé lors de la dernière étape. Ah oui. C'était Tish Fuck. Bennett. Ah oui, Tish. Qui fait 28e de ce critérium du Dauphiné. Il reste 2 questions. Anthony est donc assuré de l'emporter. Ce quiz, ça a démarré très mal, ça finit très mal. Quelle est la nationalité la mieux représentée du top 10 au général ? L'Australie. C'est l'Australie. Australien, j'en suis sûr. L'Australie avec O'Connor, Hindley, Haig avec 3 personnes. Ce quiz de Mafia, ouais. la basse, c'est vrai. Et enfin, Kung, vainqueur du chrono inaugural du Tour de Suisse, la 2e victoire de la saison sur chrono, encore une fois. La dernière fois qu'il a gagné autre chose qu'un chrono, et je parle pas de classement général grâce à un chrono, mais c'était quand ? Pas de classement général, une course d'un jour ou une étape. C'était quand la dernière fois qu'il a gagné autre chose qu'un chrono ? Putain. Quelle année ? Faut dire l'année ? Ouais, quelle année ? Faut tenter parce que c'est difficile. 2018. C'est ni 2018 ni 2019. Ce n'est pas une étape en Espagne. C'est en 2020. Il est champion de Suisse. Le 31 octobre d'ailleurs. Ça, tu l'avais pas sur ta page, Anthony. Ouais. Et donc. Effectivement, je l'ai maintenant. Fausse victoire donc d'Anthony Nicolas qui ne rentrera pas dans le palmarès parce qu'on a des doutes. On fait appel à l'AMA pour le contrôler. L'AMA va venir te contrôler, Anthony. On te soupçonne. Vous avez qu'à mettre une VAR au-dessus là de chez moi et vous mettez une VAR pour regarder. Ça, on aimerait bien. Ça, le problème, c'est que souvent, c'est ta femme qui surveille et elle est aussi magouilleuse que toi. Elle est pas là. Ouais. Elle est quand même magouilleuse. Tout seul. Avec Mathéo. On finit avec les paris vite fait, s'il vous plaît. Allez. C'est même pas vrai. On a été si excellents la semaine dernière sur le Dauphiné qu'on va essayer d'être encore plus excellents sur
sur le Tour de Suisse. Donc James, rapidement, donc on a Remco un peu tout seul, on va dire, sur ce Tour de Suisse. On a du Bilbao, on a du Bardet, etc. Je suppose qu'en Belgique, on ne voit pas quelqu'un d'autre remporter ce Tour de Suisse, où on a peur après son Covid. Ouais, non, si j'étais arrogant, hein, vraiment, pour pousser le bouchon, je me poserais presque la question de savoir est-ce qu'il va avoir un écart plus grand entre Remco et le reste, ou voilà. Vingo et le reste ici au Dauphiné. Mais c'est vraiment de la provocation. Non, évidemment, Remco, archi favori, il va gagner. Une petite pièce sur un mec sur le podium qu'on rigole la semaine prochaine quand on fera le bilan. Parce que t'as mis Adam Yates sur le podium là. Non, tu l'as mis gagnant, mais bon, t'étais pas très loin. Donc c'est pour le Dauphiné. Ouais, j'étais pas loin, hein, c'est le meilleur du reste. Donc. Du coup, alors du coup, bonne question. j'ai ma pièce. Le reste de la concurrence, je n'ai pas vraiment regardé. On donne le podium. Allez, pour le plaisir, il roule à domicile. Gino Meder. Qui va, pourquoi pas, aller sur le podium du Tour de Suisse. Donc je disais, on donne le podium de Mathias Kelmose dans le chat. Anthony qui regarde. Du coup, t'avais procès une statue. Je regarde la start list, là j'ai le droit. Ouais. Non, le vainqueur, moi je pense aussi à Evenepoel, hein, qui a le couteau entre les dents après ce Giro qu'il a dû quitter. Et moi, le podium, j'ai pas les codes par contre sous les yeux, mais je mettrais bien Pidcock. Pidcock, qui est leader de Ineos Grenadiers aussi, je l'avais noté sur le côté de ma feuille, mais moi je vais vous donner Juan Ayuso qui a fait un très gros chrono. Ah, c'est vrai, on l'a oublié celui-là. Et Juan Ayuso qui a fait un très gros chrono, et à mon avis, c'est encore un coureur qui va nous embêter dans les prochaines années, peut-être rentrer dans la galaxie des Vingegaard et des Pogacar. Je m'avance pas trop parce que souvent j'ai tort, mais bon, en tout cas, il est très fort, l'Espagnol. Est-ce qu'on pourrait faire une analyse du chrono de Kian pour notre ami Gilou? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait combien? Il a fait, je n'ai pas vu combien il avait fait, j'avoue que j'ai pas regardé. Il a fait 95e du chrono. Alors, 95e pour les Français, c'est 85e. 95. Non, 95. Non, je sais même plus dire. Je sais même plus compter en belge. Donc 95, assez loin de la tête. Enfin, je veux dire, j'ai pas en termes de minutes, j'arrive pas à trouver mes petites feuilles. Il faut que je clique. Non, mais bon, voilà, c'est un petit message sympa pour Gilou. À 1,06. À 1,06. Bon, ça va, ça reste. Ça va un peu le calmer. Ouais, ça reste. Correct pour Kian Uijtdebroeks. Donc du coup, on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un petit peu long comme d'habitude, mais on essaie de prendre un maximum de plaisir donc sur débrief du Critérium du Dauphiné. On revient la semaine prochaine pour sans doute débriefer le Tour de Suisse. On aura aussi les championnats de France qui arrivent très vite, et ensuite le Tour de France et peut-être des cadeaux à venir. On espère fortement pour j'ai envie de dire avoir dépassé les 2000 abonnés sur Twitter. Merci à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et salut les amis. Ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Salut.